Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité, sur le sujet qui préoccupe au plus haut point. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Maître Jean-Michel Vondo, qui est secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Avec lui, nous allons en savoir plus sur l'actualité. Bonsoir, Maître Jean-Michel. Bonsoir, madame, et merci beaucoup d'avoir porté votre choix sur notre modeste personne pour commenter cette actualité. Voilà, l'actualité reste dominée par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la MONUSCO est déclarée non ingrata par la population. Vous, personnellement, que pensez-vous du rapport des experts de l'ONU à l'est de la République démocratique du Congo? Cette fois-ci, au moins, ils ont reconnu que la RDC est agressée par le Rwanda. Bon, nous pensons que c'est une avancée très significative par rapport à ces rapports. La question de l'agression de la RDC, ce n'était pas une question taboue, moins encore cachée. Nous l'avons dit et nous l'avons déjà dénoncé. Il a fallu seulement que les rapports des Nations Unies viennent encore confirmer. Et là maintenant, il y a sans équivoque qu'effectivement la RDC est agressée par les Rwandais. Les Rwandais qui a comme marionnette le M23. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment une avancée très significative et je pense que les Nations Unies devaient tirer des leçons et toute la communauté internationale et nationale doivent maintenant tirer des leçons parce que maintenant c'est inéquivoque. On a confirmé tous des allégations que la société civile de l'Est, de Goma, de Rutshuru avait déjà dénoncé à son temps, mais il n'a pas été attendu, elle n'a pas été écoutée. Le gouvernement semblait essayer un peu d'embellir cela, mais effectivement aujourd'hui, nous sommes convaincus par rapport à ces rapports-là qu'on est agressé et on doit prendre des actes et se comporter comme tel lorsqu'on est agressé. Et quel doit être le comportement de la République démocratique du Congo, RDC, par rapport à ces rapports? Je pense que même dans la diplomatie, le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Je pense qu'on ne peut pas aller par des chemins. Lorsqu'un autre pays vient agresser un autre pays qui est souverain, je crois que la première des choses à faire, c'est justement de rompre la relation diplomatique. Mais nous sommes étonnés de comprendre que les choses continuent à tarder. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe derrière? Et pourquoi le gouvernement n'a pas ce courage-là de dire effectivement qu'on a rompu la relation diplomatique et fermé les frontières? Ça, je crois que c'est quand même évident. C'est un message fort que nous adressons, que la RDC va adresser à son agresseur qui est le Rwanda pour dire voilà, effectivement, comme vous avez offensé les règles des relations internationales, les règles de bon voisinage, la logique la plus formelle voudrait que nous puissions ne plus continuer la relation diplomatique. Mais vous justifiez ça comment? Pourquoi l'ONU a pris assez du temps pour présenter son rapport? Je crois que madame, face à certaines évidences, on ne peut pas, même si on peut cacher, face à certaines évidences, on ne peut rien faire. Cette question de l'agression était connue de partout. La MONUSCO a des drones spéciaux, des drones très performants. La MONUSCO savait que les troupes étrangères étaient entrées sur le sol congolais et c'était les troupes étrangères qui étaient en train de combattre. Le M23, c'est simplement une marionnette. Mais c'est pas parce que la population a haussé le ton et la population exige à tout prix le départ de la MONUSCO, raison pour laquelle ils se sont sentis lésés un tout petit peu. Alors, en guise de convaincre les autorités à prolonger leur mandat à RDC, nous devons nous prononcer. Écoutez, je dois vous dire une chose, la participation citoyenne dont le RECIC fait comme son cheval de bataille, c'est une bombe à retardement. La population était en train d'observer la MONUSCO. Vous vous souvenez, ce n'est pas aujourd'hui la question de la MONUSCO. Vous vous souvenez, lorsque Moutebouzi avait agressé à son temps, la population a observé la MONUC à son temps.
Quel était le comportement de la MONUSCO? Je crois que c'est les mêmes comportements. La MONUSCO nie qu'elle n'a pas tué sur les paisibles citoyens, et du côté des rebelles, ni qui dit vrai exactement? Nous déplorons cela. La population n'avait que ces papiers, ces calicots, ces sifflets pour dénoncer cela. La force était disproportionnée. Une force qui dit de la paix, qui viennent mettre la paix, qui viennent consolider la paix. Ce sont les extraterrestres qui ont causé mort d'homme? Non, mais effectivement, on a dit, la société civile a confirmé, effectivement, c'est la source la plus crédible, la société civile. C'est une source qui n'est pas partisane. Il a confirmé, effectivement, nos collègues ont confirmé, effectivement, que la MONUSCO a tué des gens. La MONUSCO, si je dis la MONUSCO, ce sont des éléments de la MONUSCO qui sont sous commandement de la MONUSCO, ont tiré à bout portant des paisibles citoyens qui n'avaient que l'air sifflé et les calicots pour dire non à cet élan de balkanisation ou à cette manœuvre de consolider la balkanisation de la RDC. Les vins est déjà tiré, il faut le boire, mais qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé à faire? Rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Le gouvernement doit d'abord prendre son courage, et ça c'est très suspect, et nous dénonçons ici cette manœuvre du gouvernement. Nous dénonçons cette manœuvre dilatoire du gouvernement qui ne veut pas prendre son courage et décider effectivement que nous rompons la relation diplomatique avec le Rwanda, et ça veut dire la fermeture des frontières, ça veut dire qu'on puisse rappeler les deux ambassadeurs pour dire qu'effectivement, et ça c'est la seule façon la plus efficace pour le gouvernement de dire non à tout cela, parce qu'il est prouvé déjà noir sur blanc. Les rapports des experts des Nations Unies viennent encore confirmer, mieux consolider. C'est bien beau de prendre une décision, mais il faut tenir compte aussi des conséquences. Écoutez, des conséquences, je dois vous dire une chose, madame, moi je fais des tournées à l'Est. Je sais que le Rwanda dépend pleinement de la République démocratique du Congo. Même tous ces petits commerçants-là, ils produisent effectivement, nous ne produisons pas. Et ils produisent, mais les marchés rwandais et les marchés burundais, c'est la République démocratique du Congo. Et les Congolais, tous ceux qui sont produits au Rwanda, tous ceux qui se produisent au Rwanda, seront pas lésés après Madame, lorsqu'on veut faire des omelettes, il faut casser les œufs. Nous devons le faire. Nous devons le faire parce que l'intérêt supérieur prime sur l'intérêt particulier de nos compatriotes. Nous ne sommes pas en train d'applaudir cela. Nous savons que ça va poser des problèmes. Nous savons qu'il y aura des petites répercussions, même en termes de vie sociale des Congolais, parce que la plupart des Congolais habitent maintenant à Gisenyi parce que les loyers coûtent moins cher. Ce sont des grandes puissances aussi qui soutiennent, qui sont en train de soutenir le Rwanda. Raison pour laquelle, avant de prendre une décision, quand même, le chef de l'État doit réfléchir mille et une fois, d'autant plus que il risque d'engager ou de déclarer une guerre contre ces grandes puissances. Madame, en quoi est-ce qu'on est souverain? À quoi est-ce qu'on est souverain? Soit on est souverain que parce qu'on le déclare dans les médias. Ne risquent pas de lui tourner le dos. On est souverain parce que ne craint pas que les grandes puissances puissent se tourner le dos. Non, écoutez madame, on est souverain parce qu'on a cet esprit. La souveraineté, ce n'est pas dans le média, la souveraineté, c'est dans l'esprit, c'est dans le mental, c'est dans l'inconscient collectif. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Écoutez, madame, moi je pense, aujourd'hui, prendre cette décision-là, nous pensons que c'est mieux. Nous pensons que c'est mieux. Pourquoi? Parce que ne pensez pas que c'est seulement la RDC qui va souffrir. Je parie que le Rwanda sera la première victime à souffrir de cela. Je vous dis, allez-y à la frontière pour regarder chaque matin comment est-ce que des produits vivrières, des produits manufacturés qui viennent du Rwanda entrent la République démocratique du Congo. Le plus grand marché du Rwanda, c'est la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on va fermer la frontière, la population du Rwanda ne saura pas consommer tout ce qu'ils produisent. Directement, il y aura une crise économique aussi au Rwanda. Mais nous ici, madame, nous avons Dieu nous a bénis. Le Congo, l'Est de la République démocratique du Congo, c'est un terrain très fertile. On peut multiplier tout simplement l'agriculture pour prendre en charge toute cette population-là. Vous savez, certains pommes de terre consommées à Goma, ça vient du Rwanda. Raison pour laquelle les grandes puissances sont au courant de ça. Ils ont jugé bon passer par le Rwanda
pour avoir les richesses de la République démocratique du Congo d'une manière frauduleuse, ça serait beaucoup plus simple. Alors faire face aux grandes puissances, ça risque pas de coûter au chef de l'État? Les grandes puissances ont besoin de nous. Le chef de l'État, c'est le symbole de la nation. Le chef de l'État doit écouter tout ce que la population dit. Le chef de l'État ne doit pas aller en marge de la volonté populaire. Et la volonté populaire, c'est quoi? Il y a nos compatriotes qui ont laissé leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour cette cause-là, pour dire au président de la République que nous sommes prêts à sacrifier, nous avons sacrifié notre vie pour que la RDC puisse consolider son indépendance. Madame, écoutez, est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, l'Ukraine a été attaquée, mais vous avez vu comment est-ce que tout le monde entier, en fait pas tout le monde entier, mais tous ces gens-là, tous ces groupes-là, les Occidentaux ont condamné et on continue à condamner. Ils ont même financé l'Ukraine, ils viennent même fournir des armes à l'Ukraine, même si nous sommes pour la paix. Mais la République démocratique du Congo, noir sur blanc, prouvait depuis bien longtemps que nous sommes attaqués par notre voisin qui est le Rwanda. Vous avez compris comment est-ce que la communauté internationale est en train de balbutier pour déclarer effectivement que la RDC est attaquée et se comporter comme il se comporte à l'Ukraine. La communauté internationale, les experts de l'ONU ont attendu que la population puisse hausser les tons c'est de l'hypocrisie. Présenter leurs rapports. Voilà. C'est de l'hypocrisie, c'est vraiment de l'hypocrisie. C'est pour dire que nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale et sur la MONUSCO. Mais au moment où ce sont eux qui dictent tout en Afrique, ce sont eux de fois qui nous imposent des chefs de l'État. À quoi bon de ne pas obtempérer peut-être à leur façon de voir les choses et qu'on sort? Parce qu'un chef de l'État qui boycotte les injonctions de la communauté internationale, des grandes puissances et consorts, vous connaissez leur sort. Il va périr. Mais oui, madame, on prête serment pour dire que je défendrai l'intégrité de mon territoire jusqu'à verser le dernier goutte de mon sang. Lorsqu'on est président comme ça avec son initiative géniale de créer un États-Unis d'Afrique. Écoutez, madame, vous savez comment Sankara est mort. Vous savez comment est-ce que Mouzé est mort. C'est pour dire non. Et c'est ça le sens du serment que le président de la République prête devant la nation. Le chef de l'État, c'est notre protecteur. Et il dit, il prête serment devant la Constitution pour dire, je défendrai l'intégrité du territoire national. Et il doit le faire, protéger. Combien ont sacrifié de leur vie et ils savaient qu'ils devaient mourir. Ils l'ont fait parce qu'ils sont arrivés jusqu'au bout à protéger l'intégrité du territoire. C'est ça l'essence du serment du président de la République. Voilà, le message est passé. Mais quel est le regard spécifiquement de la société civile au regard de toutes ces manifestations organisées en guise de clamer haut et fort que la MONUSCO est non ingrata dans quelques villes de l'Est de la RDC? Le regard veut tout simplement dire qu'on gère la communauté. Et si la communauté a dit non, le président de la République, garant de les institutions soit-il, ne peut pas marcher à la compte de la volonté populaire. Il y a nos compatriotes qui ont accepté de sacrifier leur vie, qui ont été tués par la MONUSCO. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'effectivement la démocratie soit consolidée, pour qu'effectivement notre souveraineté soit consolidée. Et le président de la République, je pense, et toutes les institutions ne doivent pas marcher à marge de cette volonté populaire. Ils doivent, premièrement, rompre toute la relation diplomatique avec le Rwanda. Nous ici, nous vivons paisiblement. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce qu'ici à Kinshasa, madame, vous êtes en train de rouler librement. Allez-y, allez voir comment nos compatriotes sont en train de souffrir. Moi, j'ai la chance de sillonner l'Est du pays. Je vous dis, c'est inacceptable. Et le président de la République et les institutions doivent savoir que ce n'est pas la RDC, ce n'est pas Kinshasa. Ils doivent d'abord laisser Kinshasa et fixer les regards vigilants par rapport à ce qui se passe à l'Est de la République. Je crois qu'ils vont se souvenir. Les plus riches ils vont se souvenir et prendre le courage de dire non, nous ne pouvons pas laisser la population vivre dans cette situation. Une autre solution, c'est quoi? C'est de faire un effort vraiment pour renforcer notre armée. La force d'un pays, c'est l'armée. Et c'est nous, c'est vraiment honteux que chaque fois, nous puissions faire appel à des forces étrangères. Et parmi ces forces étrangères-là, tous ces gens qui viennent mais là... les officiers dignes que nous avons dans notre pays, la RDC, ils ne peuvent pas se mettre ensemble, réfléchir pour voir comment bouter dehors, mettre dehors les M23 et les soi-disant Rwandais qui continuent à occuper Punagena?
on parle de l'infiltration. Et lorsqu'on dit le renforcement, la redynamisation de l'armée, le premier élément, c'est d'abord des ressources humaines. Identifier tous ces des ressources humaines. Pensez à la morale des troupes. Madame, je dois vous dire, il y a certains militaires qui sont en train de combattre au fond, mais ici, leurs familles sont déguerpies. Déguerpis à Kankokola, à Kanchachla, les Ivoires, il est là-bas en train de sacrifier sa vie pour l'intérêt supérieur. Et aujourd'hui, leurs enfants les appellent pour dire qu'on m'a déguerpi, ils n'ont pas ce qu'ils pouvaient avoir. Vous pensez qu'ils vont avoir la morale calme pour bien combattre? Non. Les Américains, les militaires américains, s'ils combattent, ils défendent les drapeaux, c'est parce qu'ils savent que je fais ce travail. D'abord, parce que le pays est reconnaissant une mutation, et c'est pourquoi je combats. Mais aujourd'hui, si ces gens-là, on ne les prend pas à considération, ils ne sont pas pris en charge, ils sont négligés. Vous pensez qu'ils peuvent vraiment lutter? Michel Vondo, une mutation de militaires vers une province à une autre, ça peut résoudre aussi le problème. C'est l'une des conditions. Écoutez, le travail de militaire, ce n'est pas un travail d'élite. C'est tous ces gens qui sont là, qui ont fait beaucoup d'années. On l'a dit qu'ils se connaissent bien avec certains rebelles et ils vivent ensemble avec certains rebelles. Mais pourquoi on ne veut pas faire ces mouvements des militaires? Je crois que c'est parmi les solutions. Rompre la relation diplomatique, faire les mouvements des militaires, réfléchir par rapport à la morale des militaires, leur solde. Il faut qu'on leur donne leur solde. Il faut que les familles qui sont ici, les familles des différents militaires qui sont ici, vivent dans des conditions normales. Ce n'est pas que ces militaires-là sachent que mon enfant, s'il est malade, mais écoutez, la nation ne va pas s'occuper de lui et que moi, je suis au front, mais s'il voit les rebelles, il va réfléchir 2-3 fois. Je crois que si on les met dans des conditions normales. Et là, nous revenons par rapport à la question de la corruption. Les soldes des militaires doivent effectivement être destinés aux militaires. Vous, personnellement, Maître Michel, vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO? Mais comment nous, je vous dis, je suis parmi les experts de la société civile qui ont réfléchi par rapport au plan de désengagement de la MONUSCO. Nous avons travaillé avec les ministères des plans et avec toutes les institutions. Nous travaillons pour préparer progressivement le départ de la MONUSCO. Oui. Nous avons parlé. On ne peut pas rester éternellement avec une force. Écoutez, vous savez, tous ces gens-là, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Il ne peut pas sacrifier sa vie pour nous. Il a sa famille dans son pays. Mais comment ils peuvent sacrifier sa vie pour nous? Comment ils peuvent se combattre à 100% pour nous? La MONUSCO doit partir parce que l'heure est arrivée quand même, qu'on doit consolider ces désengagements-là. Mais la MONUSCO doit partir. Qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut faire pour remplacer la MONUSCO? C'est ça le grand problème. C'est la question que j'allais vous poser. La MONUSCO doit partir, mais il faut bel et bien préparer les départs, l'après-MONUSCO, pour que le pays ne puisse pas sombrer dans le chaos. Le gouvernement a déjà pris près de 15 mois. Je crois que n'est pas surpris que la MONUSCO devait partir. Moi, je pense pour remplacer la MONUSCO, nous devons être conséquents. Nous devons faire un effort d'abord pour rendre notre armée très très forte. Une armée républicaine, une armée qui est prête, tous ces hommes qui sont prêts à mourir pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. N'oubliez pas les réalités. C'est la mentale. Tout ça là, c'est dans la mentale collective. Vous êtes du réseau d'éducation civique à Kinshasa. N'oubliez pas les réalités survenues lors de la publication de résultats du scrutin du premier cycle. N'eût été la présence de la MONUSCO, le pire allait arriver? Non. C'est parce qu'on n'a pas une armée républicaine, effectivement, au vrai sens du mot. L'armée républicaine ne peut jamais, en aucun cas, recevoir des ordres mal donnés. L'armée républicaine est là pour défendre, pas des individus, mais pour défendre la nation tout entière. La question des élections ne concerne pas l'armée. Donc, par contre, on ne peut pas. Par contre, on ne peut pas. Ou tout l'ensemble du pays. Non, même tout l'ensemble du pays. Par contre, le problème, c'est quoi? Chaque fois, lorsqu'on publie les résultats, les gens se cachent parce qu'en Afrique, généralement, et en République démocratique du Congo en particulier, les pouvoirs qui organisent les élections utilisent l'armée comme un élément de répression pour asseoir son pouvoir, pour faire taire
la population qui veut revendiquer. Et ça, ce n'est pas... C'est pour la sécurité aussi. Et ça, ce n'est pas nécessairement une attitude républicaine. L'armée peut sécuriser, oui. Effectivement, l'armée sécurise, mais l'armée vient à dernier rempart. Il y a toute une unité de sécurisation, de protection des élections qui est là, mais dont on ne s'occupe pas. Aujourd'hui, allez-y voir leurs installations. C'est des personnes qui ont été formées, des personnes qui ont cette spécialité-là de bien sécuriser. On ne parle même pas de la corruption parce qu'ils ne sont pas à bon état. C'est toute une unité qui a été formée, qui ont toutes ces techniques-là pour maîtriser toutes les manifestations. C'est le groupe technique de sécurisation des élections. Et pourquoi on ne veut pas redynamiser ces groupes techniques-là? Pourquoi on ne parle pas de ces groupes techniques? Ils ont été formés par le PNUD et par des Français et des gens qui sont là. Je peux citer par exemple, ça sans pour autant faire la publicité, il y a le colonel qui est là, monsieur, je crois, Kitoumaïni son nom. C'est un monsieur qui est quand même très bien formé. C'est un monsieur qui a la capacité. C'est un monsieur qui sait, sur toute l'étendue de la République, avec le chaîne de commandement, sécuriser les élections. L'armée est le dernier rempart. Mais si on ne sait pas s'occuper de cette institution, on ne sait pas redynamiser, on ne sait pas former, on ne sait pas donner les moyens à ces groupes techniques de sécurisation des élections, je crois... Ça, c'est très suspect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pouvoirs qui viennent se préparent déjà pour faire sortir leurs policiers, faire sortir ces militaires, pour faire peur à la population, de ne pas bouger et d'accepter les résultats qui seront annoncés par la CENI. C'est un pays à la dimension d'un continent. Sécuriser les élections sans l'armée, vous pensez que ce ne sera pas possible? Madame, c'est la police qui sécurise les élections. J'ai dit, c'est la police qui sécurise les élections. C'est pourquoi il y a toute une unité. Ça s'appelle groupe technique de sécurisation des élections qui est là, qui a été formé, mais dont on ne donne pas les moyens. Les moyens matériels, ces gens-là fonctionnent comme ça. Les moyens logistiques, ils n'ont même pas des radios qu'on appelle des Motorola. La redynamisation des ressources humaines et puis des formations pour que ces groupes techniques puissent prendre en charge la sécurisation des élections. L'armée vient que lorsque cette unité de la police est débordée, et l'armée ne vient que c'est vraiment les remparts, c'est le dernier rempart. Pour le premier cycle électoral, c'est la communauté internationale qui a contribué, qui a appuyé l'organisation de ces élections. Maintenant là, tel n'est pas le cas. C'est le gouvernement qui va prendre en charge tout, sauf rien. C'est ça le souverainisme aussi, madame. Alors donc il y aura... C'est ça l'élan. Sera limité ou buté à beaucoup de problèmes. Non, nous disons la MONUSCO peut partir, mais il y a d'autres institutions qui sont là, qui peuvent nous aider, qui peuvent bien nous aider à légitimer ou à faire pression au gouvernement, parce qu'en Afrique, l'idée c'est quoi? Lorsqu'on fait un effort pour brader cette condition de souverainisme, pour empêcher la communauté internationale à se prononcer aussi par rapport à certains abus constatés. Nous ne disons pas que la communauté internationale vienne organiser pour nous les élections. Nous organisons nous-mêmes, mais les élections, c'est quelque chose qui est très technique. Il y a des regroupements régional et sous-régional, il y a des textes régional, sous-régional qui nous donnent des principes, et ce sont des principes que nous devons, tous les pays doivent rigoureusement respecter pour que nous ayons des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Mais lorsqu'on s'écarte de ces normes-là, c'est tout à fait normal que toute la communauté internationale et la société civile puissent s'élever pour dire voilà, les bateaux est en train de prendre une autre direction. Et c'est ça le rôle de la société civile, particulièrement le rôle du RECIC. N'est-ce pas qu'il y a de quoi se poser la question, je martèle là-dessus, pourquoi la communauté internationale ne sanctionne pas le Rwanda jusqu'à maintenant, sachant que si ça ne va pas au Nord Kivu et à Ituri, c'est le Rwanda qui est à la base de ça. Ils l'ont bien signifié dans les rapports. Mais qu'est-ce qui fait que les sanctions traînent les pieds? Vous êtes très intelligente, madame, pour comprendre. Je reviens encore à l'exemple que j'ai donné de l'Ukraine. L'Ukraine a été attaquée, le lendemain, il y a eu des sanctions, des gammes de sanctions et des sanctions, des prises de position et de positions. C'est parce que tous ces gens-là ont un intérêt. Mais aujourd'hui, ils ne se prononcent même pas pour la question du Congo. Je crois que notre diplomatie doit faire un effort pour pousser cette communauté internationale aussi à se prononcer, à proposer déjà des sanctions
Nous sommes agressés, madame, dans la relation internationale. Il suffit seulement un groupe armé traverse la frontière pour aller dans un autre territoire. Suffit déjà pour constater cela comme étant un acte d'agression. Mais s'il ne le faut pas, madame, soit il y a des options, soit notre diplomatie n'est pas très forte pour pousser cette communauté à dénoncer. Vous voyez ce que le président de l'Ukraine est en train de faire. Le président de l'Ukraine, madame, c'est ça la diplomatie. Il a tout fait pour que la communauté internationale tout entière condamne l'acte de la Russie. Mais nous aussi, ne pensons pas que là-bas, ce n'est pas les enfants du cœur. J'ai retenu ce que vous avez dit, donc la diplomatie de Félix Tshisekedi doit agir. N'est pas suffisamment agissante pour apporter des solutions à l'est de la Russie. Madame, je le confirme parce que il est prouvé noir sur blanc. Mais on doit pousser cette communauté internationale à décider, à prendre position, à sanctionner le Rwanda. Et ça, c'est nous allons sillonner des ambassades, nous allons sillonner des institutions, pour que la communauté internationale puisse prendre des décisions. Nous ne sommes pas dans la phase de reconnaissance qu'il y a, la RDC est agressée. Non, ça c'est une autre phase. Et la phase actuelle, c'est la phase des sanctions, comme on a été de prendre des sanctions pour la Russie. Nous sommes dans la phase où toutes les ambassades, tous les pays doivent se lever comme un seul homme ou une seule femme, comme nous sommes en train de vivre cela pour les cas de l'Ukraine, que les États-Unis puissent se lever, prendre décision par rapport au plaidoyer que la diplomatie congolaise doit faire et la société civile pour prendre une position officielle, dire voilà, nous sanctionnons le Rwanda parce qu'il a violé. Mais si on ne le fait pas, voilà, bientôt si on ne le fait pas, madame, c'est regrettable et nous estimons que la population maintenant, c'est elle-même qui va commencer à faire cette diplomatie. La population a marché, nous condamnons cette violence et nous ne sommes pas en train d'appeler à la violence. Mais deuxièmement, je crois qu'il y aura encore des marches et des manifestations pour que tous ces pays-là puissent prendre des sanctions pour le Rwanda. Merci pour cet éclairage. Bientôt 2023, les élections se pointent à l'horizon. Selon vous, ces élections auront bel et bien lieu et c'est possible d'avoir les élections consensuelles avec le climat politique actuel? Voilà, cette question-là, moi je l'ai déjà, depuis même le premier cycle, même avec le président Malmal, paix à son âme, à chaque processus électoral, il y a toujours une question qui se pose à l'horizon, est-ce que les élections auront lieu? Mais je crois que ces élections-là ont quand même eu lieu. Mais la vraie question qu'il fallait me poser, c'est est-ce que ces élections auront lieu dans les délais constitutionnels tels que prévus? Voyez-vous? Alors, voilà. Donc, nous pensons et nous réitérons l'appel à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et c'est sûr que ça sera quand même un pays, nous allons quand même entrer dans la liste des pays civilisés. Ça ne sert à rien de tirer les choses à longueur, ça ne sert à rien de tergiverser, ça ne sert à rien de mettre en place des manœuvres dilatoires pour essayer d'allonger la situation. Le gouvernement manifeste-t-il la volonté d'organiser les élections? Maître, le gouvernement manifeste-t-il la volonté d'organiser les élections? Madame, nous avons quand même, je dois vous dire sincèrement, nous avons des inquiétudes parce que ça marche à dents de scie. L'évolution est très très lente et cela marche à dents de scie. Écoutez, pour organiser les élections, ce n'est pas seulement la CENI. Qu'on ne puisse pas nous distraire pour que toute la communauté puisse braquer seulement les regards vers la CENI. Oui, la CENI organise, mais la CENI a besoin de toutes ces institutions. La CENI a besoin de tous les ingrédients pour nous donner de vraies élections. Et ces ingrédients-là, c'est quoi? Le gouvernement intervient pour donner l'argent. Le Parlement intervient par rapport à la réforme, la sécurité, l'armée, tout ça. Vous parlez de la CENI, que pensez-vous de sa feuille de route? Madame, nous avons un peu d'inquiétude. Nous ne voulons pas que la CENI puisse nous distraire pour dire en dernier moment que voilà, je ne suis pas capable d'organiser les élections dans les délais. La CENI vient de finir l'opération de la cartographie et bientôt là, il se prépare déjà pour l'enrôlement. Ils ont fait l'appel à proposition pour des kits. Bon, Mirlou a gagné. Bon, ça, on nous a présenté que le processus était très transparent.
Nous croyons à ce qu'ils ont dit, parce que la transparence, ce n'est pas les papiers qu'on vous présente, mais la transparence, c'est l'esprit, c'est un esprit. C'est l'esprit, c'est la mentalité. Cette feuille de route de la CENI est suffisamment respectée par les bureaux Kadima. On va dire que cette feuille de route-là déjà n'est pas respectée. Par les bureaux Kadima. Cette feuille de route-là n'est pas respectée. Parce qu'on a fait le suivi de ces feuilles de route. Nous estimons qu'on est en déphasage, on est en décalage avec ce que la CENI avait déclaré. Mais ce n'est pas impossible d'organiser les élections dans les délais. Il suffit tout simplement qu'il y ait la volonté déclarée du gouvernement, madame. Je le dis chaque fois, il ne faudra pas que le gouvernement vienne seulement vous dire que je vais organiser les élections pour qu'on organise effectivement les élections. Non. La déclaration, simple déclaration ne suffit pas, mais ce que nous voulons voir, c'est la matérialisation de ces déclarations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner effectivement les moyens, libérer les moyens pour que la CENI puisse faire son travail dans les délais convenus. Et une autre possibilité de glisser, vous allez attendre par exemple du côté de la CENI, mais c'est le gouvernement. S'il ne donne pas les moyens, la CENI sera bloquée. Mais l'opposition politique et les forces sociales réclament un large consensus. C'est possible, parce que là, ils font allusion à la loi électorale qui a été récemment votée au Parlement et promulguée par le président de la République. D'abord, cette loi est-elle consensuelle? Voilà raison pour laquelle l'opposition politique et les forces sociales réclament un large consensus. Est-ce possible? Ça, vous savez que cette loi n'était pas consensuelle. La preuve, c'est qu'il y a eu un autre groupe au Parlement qui n'a pas participé au vote, ce n'était pas consensuel. Le G13 qui avait porté cela, il avait claqué la porte, ça veut dire que ce n'était pas consensuel. Mais nous devons avancer avec les faits. Ce n'était pas consensuel, mais maintenant on est avancé. Est-ce qu'il faut encore reculer? Si on recule, ça sera au bénéfice de qui? Vous comprenez? Ça, c'est aussi un moyen de glisser. Ça peut venir d'une autre force, lorsque cette force-là, qui réclame en même temps les élections dans les délais constitutionnels, mais c'est la même force qui vient dire non, il faut remettre la chose à pendule, il faut rétro-pédaler. C'est une contradiction et qui ne va pas profiter à la population. Je pense que toutes les forces doivent se mobiliser pour accompagner la CENI, pour que la CENI puisse nous donner de vraies élections. Accompagner, ça veut dire une surveillance communautaire, et c'est ce que le récit est en train de faire. Nous sommes en train de surveiller, mobiliser la population pour lutter, surveiller et lutter contre des questions de la tricherie, pour lutter contre la question de corruption dans les élections, pour qu'effectivement, cette fois-ci, madame la journaliste, au moins que la population puisse fêter les jours où la CENI va programmer les élections. Parce que chaque fois, si on veut programmer les élections, c'est tout le monde qui appelle son frère, tu es en ville, il faut rentrer vite à la maison parce qu'on veut programmer. Et dans les chefs de tout le monde, on sait que le jour de programmation des élections, ce sont des balles qui crépitent, mais nous ne voulons pas des balles, nous voulons que la musique, nous voulons qu'il y ait une liesse populaire pour fêter ces élections. Voilà, Maître Michel Vondo, vous êtes coordonnateur exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, donc une organisation qui est experte en élection. Que pensez-vous du processus électoral actuel, donc par rapport à son évolution, bien sûr? Merci beaucoup, madame, pour la question. Les RECIC, comme vous le savez, c'est une organisation qui accompagne les élections depuis la CEI. Nous avons mis en place des mécanismes pour surveiller ceux qui organisent les élections. Nous voulons cette fois-ci que nous puissions avoir des élections effectivement crédibles et apaisées. Nous sommes en train de surveiller les comportements, mais ce que nous regrettons davantage, c'est le renforcement de la transparence. Ce sont faible transparence. Vous apprêtez déjà les observateurs? Nous avons une grande mission que nous avons appelée mission d'observation électorale Acte 24. Nous allons observer les élections au moment opportun. Nous allons déployer une grande mission. Quelle est la particularité de cette mission? Vous faites quoi exactement? Alors, cette fois-ci,
Non seulement nous observons comment le processus se déroule, mais nous observons aussi l'accès à l'information, le droit d'accès à l'information. Comme vous le savez, ça c'est un principe constitutionnel. Il y a l'article 24 qui promet l'accès à l'information. Nous sommes en train d'observer déjà comment est-ce que la CENI communique, quel est le degré de la transparence que la CENI met en place pour favoriser un processus électoral apaisé. Alors, mais nous avons dans le cadre du PRISM, PRISM c'est un projet qui est dirigé par EISA, observer à long terme aussi les processus électoraux. Mais les RECIC particulièrement à déployer les animateurs. Nous avons des animateurs qui sensibilisent, qui mobilisent la population sur terrain dans tous les endroits à forte concentration de personnes. Qu'est-ce que vous faites exactement des tribunes d'expression populaire? Nous descendons d'abord faire des porte-à-porte pour sensibiliser la population. Nous organisons, nous suivons des points chauds et nous mettons en contact de manière directe les responsables de la CENI et la population pour que la CENI puisse échanger. Récemment, ici, nous avons organisé, ici dans la ville de Kinshasa, une tribune d'expression populaire avec les responsables de la CENI Kinshasa pour qu'elle puisse expliquer à la population les résultats de l'opération d'actualisation. Comme vous le savez, la CENI n'a pas communiqué. Et ça, lorsqu'on ne communique pas, l'actualisation de la cartographie opérationnelle qui vient de s'achever, nous avons organisé une grande tribune d'expression populaire avec la responsable de la CENI et tous les chefs d'antenne étaient là. Il faut aussi avec la population. Les machines à voter pas neuves. Parce que là aussi, ça pose problème. Hein. La CENI doit changer tout ce qu'il y a comme machine. C'est quoi l'équipe de Kadima trouvé? Effectivement, ce n'est pas pour rien qu'ils ont déjà fait appel à proposition. C'est l'entreprise Emile qui a gagné ces marchés. Et bientôt, peut-être, ils vont déjà livrer le marchandise, livrer tous ces matériels. La CENI procède déjà à la formation aussi de ces agents qui vont peut-être utiliser ces matériels. La CENI a fait appel pour recruter les OPES, mais jusque-là, curieusement, bon, la CENI donne comme raison que, vu le nombre de candidats, ils sont en train de planifier, mais je crois que tout cela devait déjà être aussi planifié, pris en charge pour ce processus-là. Et ça, c'est quand même une inquiétude que la CENI commence à tarder avec cette opération-là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et la CENI doit communiquer. Nous, RECIC, nous allons vers la CENI. Bientôt, nous allons organiser une grande activité encore avec le vice-président de la CENI qui s'occupe des questions de sensibilisation. Il n'est pas encore informé, mais nous l'annonçons ici pour qu'il vienne restituer les résultats de cette opération d'actualisation dans son ensemble, madame, parce que cette opération, c'est une opération très délicate, mais les partis politiques sont en train de dormir. Vous savez, la tricherie peut se passer aussi par rapport à cette observation, par rapport à cette opération. Lorsqu'on réduit, on amoindrit les bureaux, lorsqu'on élargit des distances, tout ça là, c'est pour défavoriser. Qui sont censés effectivement, les arracher leurs oreillers. Effectivement, les partis politiques, comme d'habitude, sont toujours en train de rêver. Ils sont seulement en train de mobiliser la population, tout ça, mais rares sont ceux-là qui s'occupent de cette question électorale. Or, on mobilise la population pourquoi? Pour voter pour ces partis politiques, mais maintenant là, il faut absolument rien. Nous avons une spécialité, nous avons des animateurs qui sont spécialisés, qui descendent vers même les partis politiques pour les sensibiliser. Et nous voulons ici lancer un appel à tous les partis politiques de s'éveiller. Ils sont en train de dormir, des opérations importantes sont en train de se passer. C'est leur rôle important de bien surveiller, de bien mobiliser. Parce que si l'opération d'actualisation, c'est cette opération-là qui sera sanctionnée par la mise en œuvre des centres d'inscription. Et les centres d'inscription, lorsque dans le milieu où vous êtes populaire, vous n'avez pas assez de centres d'inscription, vous n'aurez pas assez d'électeurs aussi. Voilà, le réseau d'éducation civique au Congo a pour mission de sensibiliser la population avant, pendant et après, bien sûr, les élections. Nous avons 3 axes d'intervention. Voilà. La mutualisation et l'enrôlement sont toujours d'actualité. Les RECIC réagissent comment? Non, mais moi je pense ici que je voudrais peut-être au moins pour une fois saluer la vigilance de la CENI et son management, le président Denis Kadima, parce qu'ils ont compris qu'au départ, on a failli conditionner l'enrôlement par rapport à la mutualisation.
Et ça, c'était très grave, c'est très grave. Mais maintenant, je crois qu'on a essayé, pas de mutualiser, mais la CENI va organiser l'enrôlement, mais il y aura 24 variables. Et parmi les 24 variables, ce qui concerne la CENI, c'est 14 variables. Les kits là, ils vont les déposer, les déployer par poule. Il y a poule ouest, est et centre. Et les restes des éléments, les restes des variables, ça sera pour l'ONIP qui continuera certainement son travail après, et la CENI aura bien ce qui veut son résultat pour enrôler des personnes qui vont voter, et les restes, mais je dois ajouter que ce qu'on nous dit, les kits là sont déjà codés par province. Donc on ne peut pas prendre les kits d'une province, les amener dans une autre province. Et ça, c'est quand même un pari gagné. Et nous encourageons parce que nous avons, dès le départ déjà, dit non à cette question de mutualisation. Voilà. Sinon, ça allait encore... Parce qu'on dit, par EB, ça sera 2 mois l'enrôlement. Donc ça va faire 2 mois par poule. Voilà, c'était clair comme l'eau de la source, clair comme... Dans un livre d'images, Maître Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous, pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, retenez ceci, la rediffusion se demain à 12h30. Heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, remerciez la chaîne de référence Antenne A et tous les preneurs de vue. Moi, je vous remercie, vous fidèles téléspectateurs, amplement d'avoir suivi avec beaucoup d'attention et intérêt cette émission. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.